bienvenue dans Version Française. Je vous propose de partager le meilleur de la mode, du design, de la gastronomie, de l'artisanat, de la création et de l'art de vivre en version très originale et 100% française. Cahiers, calepins, bloc-notes, papier à ligne ou feuilles blanches, ce sont les créations de la petite papeterie française. Poésie et collage sont les maîtres mots de Fred Le Chevalier. Cet artiste urbain vous guidera à travers de sa balade onirique. Exit Paris, on enjambe le périph' pour découvrir les bonnes adresses de Boulogne. Avis à tous les becs sucrés, fans de caramel, zoom sur des créations culinaires qui donnent envie de se lécher les doigts. Tout ce qui est arty, cozy, frenchy en version française, c'est tout vu, c'est point de vue. Rangez votre alambic fait maison et poussez la porte de la Beer Fabrique. Entouré de professionnels de la bulle maltais, vous pourrez créer et déguster votre propre bière. Amateurs et connaisseurs pourront venir jouer à l'apprenti brasseur seul ou en groupe et repartir avec sa création. Une idée à consommer sans modération. En plein cœur de Metz se trouve un ancien couvent carmélite. Ici, plus aucun chant religieux ne résonne, c'est désormais un centre culturel. Conférences sur le métal, pièces de théâtre pour enfants, concerts de pop acoustique, il y en a pour tous les goûts. De quoi transformer la visite culturelle avec mamie en expérience culturelle rock'n'roll. Girly et féministe, ce sont bien sûr les portraits de femmes de Pénélope Bagieux. Au travers de différents tomes de la série Culottée, l'auteur retrace différentes histoires de femmes qui, malgré la censure, le régime dictatorial ou les inégalités, ont pris leur destin en main. Des portraits touchants à destination des femmes comme des hommes, inspirants. Un tampon avec la tête de votre boss qui fait un clin d'œil ou un autre avec inscrit « Je ne peux pas, j'ai poney », pourquoi pas. Avec la tamponneuse, vous pourrez créer vos tampons personnalisés. Laissez libre cours à votre imagination et ajoutez un peu de fun en estampillant facture et contrat, enfin peut-être pas, mais en signature sur une carte postale, c'est sympa. Laissez parler les petits papiers de la petite papeterie française. Papier plié, relié ou recyclé, découvrez les plus jolis des cahiers. Que l'on y appose une pensée anodine, un dessin soigné ou un numéro de téléphone, le papier nous accompagne au quotidien. Loin d'être détrôné par l'arrivée de nouveaux outils numériques, il s'est redéfini par rapport à ses usages modernes. Et la mission de la petite papeterie française créée en 2012, c'est de faire du papier un incontournable, un outil moderne, beau et écologique. Aujourd'hui, le papier est devenu un art de vivre. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu et c'est comme ça qu'on pense tous nos produits. Aujourd'hui, la papeterie, c'est un élément de décoration, c'est un un accessoire de mode. Donc il faut qu'on puisse le penser de façon à ce qu'il soit complémentaire à ce qu'on porte, à ce sur quoi on pose, voilà. Entre les mains de Sylvie Bétard, le papier devient un véritable trésor. Cet ayatollah de l'écologie fond littéralement pour les papiers recyclés à base de déchets, d'olives, d'amandes, de cuir ou de houblon. Quand je découvre un nouveau papier, il faut que je puisse le toucher et le voir toute la journée, l'exposer, l'avoir sous les yeux, à la lumière des verrières de notre atelier. Tous ces papiers, en fait, on raconte une histoire et on essaye vraiment de mettre en avant ce papier plutôt qu'un graphisme. Si Sylvie s'était avant tout lancée dans la sélection de papeterie écologique et de qualité, très vite et à la demande des clients les plus assidus, il lui a fallu créer une ligne signée et portant l'identité de la maison. Chaque collection de la gamme de la petite papeterie française est designée par un designer différent. L'idée, c'est de choisir un designer qui corresponde à l'univers que j'ai envie de créer. Je vais proposer des produits, des fonctionnalités, puis on va rebondir sur un design, sur une gamme de couleurs, justement, sur des idées graphiques. Entre savoir-faire et engagement vert, la créatrice mise sur des valeurs très en vogue. Cette jeune amoureuse du papier s'est accoquinée d'une des plus vieilles manufactures de la ville de Paris, place secrète et discrète qui sévit depuis près d'un siècle le long du canal Saint-Martin. Atmosphère, atmosphère. On fait du Made in Paris justement pour être proche de la production
et qu'il n'y ait pas trop de décalage entre la création et la production. Donc dans l'atelier, voilà, qui est notre atelier principal, qui est de GMAP, enfin, j'y passe beaucoup de temps pour pouvoir voir ce que les manufacturiers font et du coup tester des choses, revenir en arrière pour repartir sur autre chose. Et c'est vraiment ça qui est important dans la collaboration avec l'artisanat local. Quand on a commencé les premières productions de nos produits, j'ai expliqué à tout le monde que je voulais 0 déchet. Si on produit quelque chose, l'impact environnemental doit être le plus possible maîtrisé. Donc j'ai interdit à qui que ce soit parmi tous nos collaborateurs sur la production de jeter le papier. Évidemment, quand j'arrive dans l'atelier, on me dit « Ah non, regarde pas ça » et il faut que je regarde ce qui se passe dans la benne de récupération de papier pour voir si on est sûr de ne pas pouvoir récupérer même voilà, des petits bouts, des petites chutes. Souvent quand même, parce qu'on travaille avec des gens qui aiment leur métier et qui aiment le papier, évidemment ils vont me suivre et ils vont pouvoir garder ce papier, des fois même des semaines en plein Paris. Et le stockage coûte cher évidemment, mais ils savent qu'au bout d'un moment, l'idée d'un produit va émerger. La bataille de Sylvie semble presque être une lubie, tant la jeune créatrice est obstinée. Mais c'est tout à son honneur et on adore ses carnets en chute de papier. 0 déchet pour un max de raffinement. Avec des maisons comme celle-ci, le papier a encore de beaux jours devant lui. Il apporte de la poésie dans les rues et les galeries. C'est Fred Le Chevalier et ses œuvres de papier. Il était une fois Fred Le Chevalier. Figure emblématique de la scène urbaine, les Parisiens croisent régulièrement ces personnages en noir et blanc, ombres joyeuses et fresques allégoriques qui enchantent leur quotidien. Si le bon marché s'est paré de son univers, la parole errante de cet artiste insolite reste celle qui glisse librement sur les murs de la ville. C'est une pratique qui est d'abord intime, le dessin, intimiste, et puis on raconte tous nos trucs, ce à quoi on n'arrive pas à accéder, ce qui nous marque. Et le fait de les poser dans la rue, ça a créé un échange avec des personnes qui venaient vers moi pour me raconter leur histoire liée à mes dessins, leur interprétation de mes dessins. Et ça a créé quelque chose de beaucoup plus riche qu'un monologue un peu exhibitionniste. Fred Le Chevalier parcourt ses quartiers de prédilection, de Belleville à Ménilmontant, et sémant ça et là ses collages empreints de poésie et de légèreté. Pourtant, les influences de ce conteur urbain sont beaucoup plus sombres qu'il n'y paraît. Adepte de punk et de fanzine, Fred Le Chevalier se nourrit d'images du monde de la bande dessinée ou de la science-fiction. Les personnages qui sortent de sa tête semblent pourtant bien inoffensifs. J'ai un dessin qui n'est pas tellement intellectualisé, mais il y a l'envie en tout cas de mettre du doux sur la vie, sur le monde tel qu'il est. Tout comme dans un conte, le personnage central, il est peut-être enfantin, il est peut-être tout gentil avec une jolie mèche, mais il va marcher dans une forêt très noire. Je dessine et je colle dans ces optiques-là. Mes personnages sont entourés d'éléments bienfaisants, mais qui sont parfois monstrueux, et puis regardent le monde tel qu'il est, avec une certaine mélancolie. Voilà. La démarche de cet artiste autodidacte était avant tout très personnelle et intime. Aujourd'hui pourtant, sa technique s'est affinée et lui permet de céder à ses envies de grandeur. Je vais dessiner sur du papier un peu épais, j'aime bien la matière, ils sont un peu rigides, donc je dessine souvent sur du papier pour aquarelle. Donc crayon de papier, recherche, très longue, parce que je dessine simple mais pointilleux, et puis je suis pas quelqu'un de fluide dans le dessin, j'ai pas de bagage technique. Et puis après, il y a le collage qui est un prolongement ludique. J'ai découvert un lieu magique qui est la reprographie. Je vais dans un lieu près de Bastille où ils vont me photocopier mes dessins en grand. Donc c'est assez excitant, surtout au début, de voir son petit truc qui a la taille d'une main devenir un personnage humain à échelle 1 ou un peu plus. Je
commençais en collant des tout petits et j'aime toujours les petits, parce qu'ils sont cachés, il y a un côté chasse au trésor, on les voit pas, parfois on tombe dessus. Puis les grands, ils nous regardent vraiment dans les yeux, c'est autre chose. Donc je vais chercher des grandes photocopies que je vais détourer, je vais les colorier pour leur mettre un peu de vie. Je dessine en noir et blanc, c'est ça qui me parle. Par contre, dans le monde étant coloré, ce que je colle, je vais le coller avec une petite touche de couleur, c'est comme une petite lumière ou une bougie. Il y a un côté bricolage et enfance, hein, parce que quand on est enfant, on découpe, on colle, on colorie, on escalade des murs parce que c'est rigolo. Il y a ce côté exploration. La ville, ça devient un terrain de jeu qu'on s'approprie et puis qu'on partage aussi. Dans la rue, les personnages de Fred le Chevalier ont une seconde vie indépendante de la volonté de leur créateur. Si je passe devant quelque chose qui est abîmé, je vais le réparer, oui, je vais prolonger sa vie. Ou les modifier, si j'ai une tête dans la main, qui est un personnage qui est décapité, je vais lui donner une autre tête. S'il est vraiment trop abîmé, je vais lui mettre quelqu'un à côté. Et celui qui est abîmé va être une espèce de décor, de vestige, de traces du passé qui accompagne l'autre. Dans ces quartiers, d'autres œuvres côtoient les personnages de papier de Fred le Chevalier. Le choix du mur est donc réfléchi en fonction du dialogue avec les éléments préexistants. J'essaye de préserver ce qui est de l'ordre de l'artistique ou de l'expression, et puis de jouer un petit peu avec l'environnement. Les gribouillages bienfaisants sont devenus de véritables œuvres d'art. Les fresques en noir et blanc flottent dans la ville mais s'exposent en galerie ou au bon marché. La notoriété de l'artiste ne met pourtant pas à mal son humilité, tant l'idée de partager son univers avec l'autre lui procure une part de bonheur. Bonjour Fred. Bonjour. Tout d'abord, Fred, pourquoi le chevalier? C'est une vieille histoire, pas très sérieuse. Je gardais de temps en temps un petit garçon qui était le fils d'amis proches à l'époque. Et je lui apprenais des noms un peu idiots sur les gens de sa famille, qui étaient rebaptisés veaux, vaches, poules, cochons, des choses comme ça. Et moi, je m'étais donné un nom prestigieux. J'ai eu une enfance avec beaucoup de romans de KPDP, une espèce d'esprit chevalier blanc, un peu absurde, tout ça. Donc j'ai pris Fred le Chevalier, qui était à la fois prestigieux et une façon de faire un peu d'autodérision. Donc quand j'ai eu à choisir un nom pour le dessin, j'ai pris celui-là que j'avais déjà. Comment, Fred, les dessins que vous avez faits sur un bout de table, un coin de papier et dans les carnets sont arrivés sur les murs? Alors ça s'est fait progressivement. Il y a 10 ans, donc je me suis remis à dessiner comme on tiendrait un journal intime. Je les ai montrés autour de moi, je les ai offerts à quelques proches à qui ça plaisait. Et puis j'ai fait un MySpace à l'époque, qui était le réseau social en vogue. Et puis du coup, il y avait des personnes qui aimaient mes dessins, ce qui me plaisait beaucoup, à qui je les envoyais par la poste. Donc j'avais des dessins qui voyageaient vers des pays où je suis jamais allé et des personnes que j'ai jamais rencontrées. Donc ça a créé un échange que je trouvais intéressant. Et puis le collage, c'est venu à la suite de tout ça, comme une façon de les faire sortir, mais de façon libre. Voilà. Ce qui est frappant dans votre travail, c'est le partage, cette envie de partager vos dessins avec le plus grand nombre et pas de les vendre au plus offrant. Oui, mais je crois que quand on a une passion, on a toujours cette envie. Alors je les vends également, hein, mes dessins, je fais des choses. Il y a le collage qui est une promenade, qui est une façon de laisser une trace, de semer. D'abord quand même avec aussi quand même un côté égoïste, parce que quand on dessine ou qu'on écrit, on le fait d'abord pour soi. Mais après, le fait de rencontrer l'autre et de partager, ça donne une autre dimension qui est plus riche. Est-ce que c'est facile d'accepter qu'elles soient tellement éphémères? Elles peuvent durer 1 jour, 10 jours, 30 jours? Oui, complètement, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Non, au contraire, la détérioration, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien voir le papier disparaître, se modifier petit à petit, jaunir. Il y a un pont où il reste un personnage qui a 5-6 ans. Alors, je dois être le seul à le voir parce qu'il faut se pencher sur une rambarde. J'aime bien ce côté un peu survivant. D'un côté, il y a les personnages et d'un autre côté, il y a les messages. Il y a des petits mots, des petits poèmes, des phrases que vous rajoutez.
Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont assez larges pour que chacun puisse se les approprier, les interpréter à sa manière. C'est un peu le but. Complètement. Alors je raconte jamais mes dessins, ou très rarement, j'aime pas les expliquer. Je trouve qu'on enferme la lecture dans quelque chose d'étroit. Si je les définis, je les enferme dans mes émotions, ma personne, mon histoire. Je trouve pas ça très riche à partager. Donc ça me plaît beaucoup, le fait que des personnes viennent me dire tel dessin pour moi, il résonne de telle façon, il raconte telle partie de mon histoire. Il me fait penser à mon père, ma mère, moi quand j'étais enfant. J'ai beaucoup de petites histoires comme ça qui viennent vers moi. Donc de la même façon, mes phrases d'accompagnement, je les veux assez larges et plutôt comme des sonorités, une poésie, que comme un descriptif. Et alors, comment vous vous positionnez vis-à-vis du monde marchand, du marché de l'art, puisque c'est quelque chose avec lequel aujourd'hui vous êtes confronté? C'est une découverte un peu compliquée parce que le monde de l'art ou le monde marchand, parce que c'est un monde marchand, c'est tout, il est un peu compliqué, c'est un peu tendu. Vous avez plein de gens qui arrivent avec des idées pour vous, sur ce que vous devez faire, sur comment on va faire de l'argent et qui ne s'occupent pas trop de ce que vous racontez. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me suit et qui m'accompagne quasiment au début, donc j'expose que dans un lieu, à Paris. Le public des enfants dans les écoles, c'est quelque chose où vous avez un feedback qui vous correspond réellement? Ah oui, moi j'aime beaucoup parce que les enfants ne vous définissent pas. Avec les enfants, il y a beaucoup plus de curiosité, on est dans le faire. Les enfants vous disent, moi aussi je fais pas mal de collages, je dessine souvent des crocodiles, moi je les fais comme ça. Donc on est tout de suite dans un échange qui est plus naturel. Oui, qui est plus naturel, il y a plus de curiosité, il y a plus de pétillant. Est-ce qu'il y a une ville de laquelle vous rêvez pour coller, en particulier? J'ai beaucoup aimé coller à Berlin, parce qu'il y avait beaucoup de murs. Mais après, chaque ville m'intéresse. Ce que j'aime dans une ville neuve, c'est que je vais retrouver le plaisir de la découverte, je vais me perdre, je vais chercher des murs, je ne sais pas où ils vont être. J'aime les villes, moi j'aime découvrir les villes en marchant aussi. Donc le collage, c'est une façon de justifier ou d'accompagner le trajet que je trouve intéressante. Merci beaucoup, Fred. C'est moi. Repérage aujourd'hui du côté de Boulogne. Découvrez un coin de tranquillité aux portes de Paris. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouveau coin branché. C'est dans l'ouest parisien, de l'autre côté du périph', que notre visite commence, sous la pluie. Boulogne-Billancourt, la ville la plus peuplée de l'Île-de-France, après Paris. Autant dire que la concurrence est rude et que depuis quelques années, la commune est bien décidée à s'imposer comme un centre culturel incontournable. Et qui dit culture, dit musique. Paris avait sa philharmonie, Boulogne aura sa scène musicale. Un immense projet lancé par Patrick Devedjian, un bâtiment impressionnant qui trône fièrement sur l'île Seguin, ancien fief des usines Renault. L'île Séguin, d'abord, était un peu en panne, si j'ose dire. Or, notre projet est ambitieux, c'est ce que nous avons appelé la vallée de la culture, c'est-à-dire, en fait, l'aménagement complet de la vallée de la Seine dans les Hauts-de-Seine par des équipements culturels importants et qui maintenant s'enchaînent. L'objectif de ces deux salles, c'est d'abord d'avoir une animation de cette partie ouest de la région Île-de-France et d'accueillir toutes les cultures et en même temps de faire venir à la culture un public qui parfois passe à côté. Le clou du spectacle est les jardins en hauteur qui permettent d'admirer la vue sur tout Paris. Et en matière de jardin, la ville a aussi quelques ambitions. De l'autre côté du pont de Saint-Cloud, dans le nord de Boulogne, le musée Albert Kahn fait dans l'exotisme. Non, nous n'avons pas été téléportés au Japon, mais c'est tout comme. Dans ces jardins, conçus par Albert Kahn, un riche banquier d'origine alsacienne, on passe de la forêt des Vosges au charme du jardin français, sans oublier la maison d'été japonaise et les ponts asiatiques aux couleurs vives. 4 hectares où les cultures se croisent et où le promeneur se perd, avec pour seul repère la galerie, actuellement en rénovation.
Et pour continuer dans l'exotisme, mais cette fois du côté de l'Amérique du Sud, direction Plancha, un restaurant ouvert par le chef Juan Arbelez et repris depuis mars 2016 par son second, Maximilien Cuznard. On est à Boulogne depuis 4 ans. Le restaurant a été créé avec Enrique Solano et Juan Arbelez. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de l'organisation du restaurant. Ici, le plat phare de la carte, c'est le ceviche, une spécialité à base de poisson cru que Maximilien revisite à sa sauce. Alors, vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez dans le ceviche, mais l'idée c'est de garder toujours une espèce de coordination avec le sucré et le salé. Hop! Et on finit par le petit filet d'huile d'olive. Les amateurs de street art pourront aussi admirer les murs de la salle, une ambiance qui rappelle les quartiers populaires des villes latino-américaines. L'idée, c'est pas que juste un type de personne vienne. Tout le monde peut venir. C'est pas comme chez l'enseigne américaine, mais c'est venez comme vous êtes et revenez surtout. C'est vraiment l'idée du restaurant. Alors avant de prendre un billet pour Mexico, pensez à aller faire un tour du côté de Boulogne-Billancourt. Caramel nous transporte dans un tourbillon de sucre. En crème, en mousse, en éclat, ici c'est caramel only. Vous aimez le caramel, vous risquez de fondre pour le concept de Nicolas Eilevin. En fait, j'aime pas le caramel. J'aime pas le caramel. J'aime pas le caramel. Bon, Nicolas est un peu farceur car son concept s'appelle justement Caramel avec un K, un projet dont le fil conducteur est le caramel. Séduit par la pâtisserie depuis sa tendre enfance, ce Normand de 31 ans est passé par la durée pendant environ 10 ans, dont 5 ans en tant que chef pâtissier international, avant d'avoir envie de se poser et de lancer sa propre idée. Je cherchais une idée pour pouvoir ouvrir ma pâtisserie à Paris et il fallait que je trouve un fil conducteur pour raconter mon histoire. Et donc ce fil conducteur, c'est le caramel. Voilà. Pour moi, c'était un peu une évidence parce que ça me suit depuis toute mon enfance. J'ai fait des concours de pièces montées, voilà, ça évoque énormément de souvenirs. Mais attention, l'idée c'est d'avoir un fil conducteur, pas de faire un monoproduit. J'avais très peur d'être affilié à le caramel, on vient manger du caramel. C'était pas vraiment l'idée. Je m'impose à en avoir par touche, un petit peu dans tous les desserts, mais pas que. Si vous prenez un chocolat chaud, chez nous, vous aurez le sucre du chocolat chaud qui sera caramélisé. Au final, ce qui aurait pu être un frein à la création, eh ben pour nous, c'est au contraire, parce que c'est un support pour créer énormément de choses. Par exemple, que diriez-vous d'une tarte au citron revisitée avec une touche de caramel à tartiner à la noisette? Voilà l'état d'esprit chez Caramel, c'est de l'inventivité et de la surprise. Il n'y a rien de si merveilleux que de couper un dessert et de se dire « Oh, je ne m'attendais pas à ça ». J'essayais vraiment de surprendre, soit par de la texture, soit par un goût. Si tu achètes un éclair comme partout, c'est dommage de se lever aussitôt, quoi. C'est bien dit, car oui, comme tous les pâtissiers qui se respectent, Nicolas et son équipe se lèvent aux aurores. Dans leur labo de Guyancourt, ils expérimentent, créent et réalisent des produits pour la boutique, à l'image de cette poire pochée au caramel. L'idée, c'est de créer une petite surprise, donc on va faire un cœur coulant. Donc la poire qui est bien caramélisée à cœur dans ce sirop, le cœur praliné pécan qui coule. Et on a cette pâte sucrée donc qui va apporter le croustillant avec les éclats de pécan ici. Et le crémeux caramel chocolat qui va apporter de l'onctuosité. Ça fait partie de l'ADN de Caramel. On essaye de jouer avec des textures, mais 3 pas plus. Ici cohabitent toutes sortes d'ateliers. Viennoiserie, chocolaterie, pâtisserie, emballage et bien sûr, le caramel sous toutes ses formes. Caramel mou, une crème au caramel, des cacahuètes salées, grillées et caramélisées. On a des caramels à tartiner à base de framboise, d'autres à base de fruits de la passion, un caramel à la noisette à l'intérieur, un cœur coulant de caramel avec de l'amande. Tout ça, c'est un vrai travail d'équipe. On discute beaucoup, on échange, on teste, jusqu'à temps que ça nous plaise. Et aujourd'hui, justement, la réflexion tourne autour de l'éclair. Détrôné par le succès du millefeuille, l'éclair première version doit être retravaillé pour trouver un nouveau souffle. Bon, les Caraboys, là. Comment on peut casser ce côté tradi de l'éclair? Tu vois, c'est ça qui est... Moi, je pense qu'il faut reprendre l'idée de l'opaline, tu vois, qu'on a déjà eue, et essayer de jouer avec la transparence de l'opaline, tu vois, pour distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il faut voir si l'opaline tient dans le temps. C'est le seul point obscur, quoi. Ok. Bon, bah, on part là-dessus. On essaye, on fait des tests. Et voilà, une nouvelle formule est en route. Noisette, on essaye? Ouais. Moi, je pense qu'on peut en essayer plusieurs, les emmener en boutique et voir ce qu'ils en pensent aussi en boutique. Direction la boutique pour l'instant dégustation.
sens le fruit sec, ma question. Donc il y en a suffisamment. Ouais. L'avantage d'avoir une barbe, c'est que une double dégustation. Ah, ça n'arrête jamais vraiment de blaguer chez Caramel. La boutique, c'est aussi un élément à part entière du concept Caramel. Entre le 7e arrondissement et la Normandie, ambiance luxe décomplexée avec tourne-disques et photos de famille. Le service et l'accueil, c'est aussi ça le projet de Nicolas. Et tout droit venu du labo, pâtisserie et gourmandises en tout genre emplissent la vitrine, les étagères et la chocolathèque. Prochaine étape, un brunch et des pâtisseries minutes avec finition sur place. Au niveau du goût comme des formats de dégustation, Nicolas cherche à imposer sa patte. Et la suite, il la voit comment ? Devenir une référence de régularité et de qualité, premièrement. Et puis peut-être un jour, si tout va bien, retrouver l'international, ma vie passée, et pourquoi pas des petits caramels un peu partout. Voilà. Mais si on en arrive là, on ne le fera pas n'importe comment. Et surtout, je veux conserver l'esprit un maximum. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Caramel, bonbons et chocolat, il peut bien nous en faire encore d'autres. La version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite avec style. Bye!